Oui, donc pour continuer sur les PNA, on vous propose un petit point sur le PNA qu'on va appeler parois parce que sinon le titre est beaucoup trop long. Et désolé pour les gens qui en ont déjà entendu parler, il y aura une petite partie contexte et enjeux de conservation qui sera peut-être un petit peu redondante, mais Lucas va présenter des nouveaux résultats et quelques exemples d'applications après derrière. Alors le PNA parois, c'est un PNA multi-espèces qui s'inscrit dans la loi biodiversité de 2016, comme tous les PNA, qui est rédigé donc par le CBN-MED et le CBN-A, la DREAL PACA et la DREAL coordinatrice, et il s'étend sur la période 2024-2033, donc sur 10 ans. Et à noter que le document final n'est pas encore validé par le ministère. Alors l'objet de ce PNA, c'est donc les parois. Donc on est hors littoral, sur substrat calcaire. Une zone sous influence méditerranéenne globalement, inférieure à 2000 mètres d'altitude, puisqu'après on passe sur d'autres enjeux avec les sports de haute montagne, etc. Donc c'est un petit peu différent. Et on a 7 départements qui sont concernés sur principalement la région PACA et la Drôme pour la région Aura. Oui, donc moi je vais vous présenter les enjeux de conservation liés à ces écosystèmes et donc au PNA. En commençant par la flore, donc ce qui est intéressant avec les parois rocheuses, c'est que ce sont des systèmes particulièrement propices à l'accueil d'espèces à air restreinte, très restreinte ou éventuellement disjointes, parce qu'elles auraient servi de refuge pendant les fluctuations climatiques, parce que les pressions de sélection y sont fortes, parce qu'elles fragmentent l'espace. Et donc finalement, ça fait que la flore de parois rocheuses est particulièrement riche en espèces endémiques ou éventuellement en espèces en disjonction d'air avec donc des populations relictuelles en position d'isolement du reste des populations. Et c'est pour ça que cette flore, il y a des enjeux et de la responsabilité de conservation qui est particulièrement élevée. Et c'est de ce constat-là que ce PNA a émergé, en visant particulièrement 34 espèces. Donc beaucoup d'entre elles sont menacées CR ou EN sur la liste rouge. Comme je le disais, beaucoup d'endémiques, beaucoup d'espèces en disjonction d'air. Et elles ont été classées dans le PNA en 3 niveaux de priorité, avec les 2 espèces, disons, avec le niveau de priorité maximal, qui sont la benoîte à fruits divers, qui est dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, et la grassette de Reichenbach, qui est dans les Alpes-Maritimes. Ensuite, on a un peu moins de 10 espèces sur un 2e niveau de priorité et un peu plus de 20 espèces sur un 3e niveau de priorité. Donc vous pouvez voir au niveau des indices IRCN, qui sont les indices qu'on utilise pour la rédaction des PNA, ça fait beaucoup d'espèces avec des indicateurs assez élevés. Et on va aussi prendre en compte un certain nombre d'espèces dont la niche écologique n'est pas principalement celle de la paroi, mais qui sont, on va dire, secondairement présentes, qui sont endémiques et qui ont des enjeux. Au niveau de la faune, c'est également une biodiversité qui est assez riche et patrimoniale. Ça va toucher différents groupes taxonomiques avec les mammifères, notamment des gros enjeux liés aux chiroptères, mais également des oiseaux avec les vautours, l'aigle de Bonelli. Il y a des enjeux qui sont bien sûr liés à l'entomofaune, aux amphibiens. Et il y a pas mal d'enjeux en ce qui concerne les mollusques, notamment les gastéropodes, avec plusieurs espèces d'escargots endémiques sur ces parois rocheuses. Donc l'idée, c'est de faire le lien sur ce programme entre ce PNA et les PNA faunes qui peuvent déjà exister par ailleurs dans un objectif d'approche écosystémique, c'est-à-dire qu'on va chercher à toucher différents compartiments biologiques et les liens qu'il peut y avoir entre eux, les flux, les liens fonctionnels, pour vraiment essayer d'optimiser la conservation et avoir une approche englobante. Au niveau des habitats, il y a principalement 6 habitats qui sont ciblés sur on va dire 2 ensembles bioclimatiques principaux, et alors ensuite voilà, selon l'exposition, le niveau d'humidité, etc., ça fait des habitats différents et avec des communautés végétales plus ou moins connues sur les différents habitats. Comme disait Léa, on est sur les parois rocheuses, mais on prend aussi en compte le pied de la paroi parce qu'il y a des enjeux qui sont importants avec certaines espèces endémiques sur ces pieds, mais on ne prend pas les éboulis par exemple, qui sont d'autres systèmes rupicoles en jeu.
Les parois rocheuses ont longtemps été considérées comme plutôt stables et préservées. C'est en train de changer, notamment avec l'essor des activités de pleine nature, en particulier l'escalade, qui est vraiment une activité en plein essor. Il y a aujourd'hui plusieurs millions de grimpeurs en Europe. Il y a des projections qui sont de plus 15 à plus 20% de pratiquants par an sur les prochaines années. Donc là, on peut voir des exemples de grimpeurs sur certaines stations d'espèces cibles du PNA dans le Verdon. Le deuxième source de perturbation, ça va être les travaux de sécurisation des voies de circulation et également du transport ferroviaire qui peuvent avoir un impact considérable sur certaines espèces et communautés. Et donc dans le cadre de ce PNA, qui donc est en cours de validation, l'une des premières actions qui a été identifiée comme quelque chose qu'il fallait mettre en place rapidement, c'était la spatialisation des enjeux pour pouvoir prioriser justement spatialement, on va vouloir prioriser où est-ce qu'on va vouloir agir en premier. Et donc pour cela, on a procédé par une analyse spatiale avec ce qu'on appelle les hotspots multicritères. Donc en fait, on prend 3 critères qui nous semblent pertinents dans le cadre de la conservation, à savoir le statut de protection réglementaire des espèces, le niveau de menace, donc sur les listes rouges, les statuts VU, ENCR, et les statuts d'enjeu très forts et forts de la stratégie de conservation RESEDA. On cartographie à la maille les espèces selon ces critères-là et on va venir extraire pour chaque critère les 10% de mailles qui sont les plus riches selon les différents critères considérés. Et ensuite, on va venir superposer ces 3 critères-là pour faire ressortir donc des hotspots multicritères. Donc sur la carte à droite, vous voyez en jaune les mailles qui ont 3 critères, c'est-à-dire que ces mailles-là sont à la fois des hotspots en ce qui concerne les espèces protégées, les espèces menacées et les espèces en enjeu RESEDA. Les mailles bleues, les mailles vertes, pardon, 2 critères et les mailles bleues, 1 critère. Et ça nous permet de mettre en évidence certaines zones qui sont potentiellement prioritaires et sur lesquelles on devrait se concentrer en premier. Un deuxième élément qui était à prendre en compte dans ce PNA, d'autant plus que c'est un territoire énorme, c'était de pouvoir spatialiser les parois rocheuses. Donc on avait procédé il y a quelque temps à une analyse de MNT qui nous a permis de cartographier les parois à l'échelle du territoire. Et comme les parois rocheuses sont des systèmes qui sont plutôt sous-prospectés, on a pu croiser ces données avec les données d'occurrence de la flore dans les rayons de 50 et 10 mètres pour pouvoir sortir une cartographie des parois prospectées ou non. Donc on ne voit pas grand-chose sur l'échelle à gauche, mais par contre quand on zoome, on peut voir à droite. Donc en rouge, ce sont les polygones de parois prospectées, donc avec au moins une donnée d'occurrence. En vert, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une ou deux. Ce sont celles qui ont été prospectées mais non prospectées depuis l'an 2000. Et en bleu, ce sont les parois qui n'ont jamais été prospectées. Il n'y a aucune donnée d'occurrence qui est rattachée à ces systèmes-là. Et donc en fait, bon, évidemment, vu le nombre de parois, on ne peut pas s'attendre à ce que le pourcentage soit très élevé, mais on se rend quand même compte que c'est vraiment pas beaucoup prospecté, même dans les endroits qu'on a l'impression qu'ils sont bien connus. Donc ça va nous permettre d'orienter de futures prospections et inventaires. Alors, pour revenir un petit peu sur les actions, une fois que Lucas vous a présenté les outils, les parois sont des milieux avec une capacité de restauration qui est extrêmement limitée. Et du coup, pour les préserver, il faut éviter les atteintes, tout simplement. Éviter les atteintes, ça passe par le concernement des socioprofessionnels. Donc on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui travaillaient sur ces milieux-là, donc notamment tous les professionnels de l'escalade, les professionnels de sécurisation des routes, etc. Et donc le PNA, la chose principale, c'est de travailler avec ces personnes-là. Alors pour ça, on essaye de mettre à disposition les ressources qui sont issues des travaux de Lucas. Pour l'instant, elles sont disponibles sur le portail documentaire commun CBNA-CBNMed. Alors c'est un endroit peut-être un petit peu cryptique, mais on va faire de la com dessus pour que tout le monde puisse aller les trouver. Il y a notamment la couche des parois, donc ça c'était un travail que Lucas a fait pendant la rédaction, et différents documents de communication qu'on nous disposera au fur et à mesure. Et du coup les SINP aussi qui servent à centraliser les données de biodiversité, donc les 2 SINP, majoritairement Silène pour PACA, mais aussi, ne pas oublier Biodivora pour la partie Drôme.
Un exemple d'utilisation de ces ressources, donc par exemple, c'est quelque chose qui a été fait un petit peu avec le service des routes du département du 04. C'est utiliser la couche des parois que eux peuvent croiser avec leur couche de travaux. Donc en fait, sur leur couche de travaux, souvent c'est un point, c'est pas forcément une emprise. Donc grâce à la couche des parois, on va pouvoir avoir les informations sur l'intégralité de la falaise, voire au-delà si on veut. Et du coup, après, de faire des recherches sur les données biodiversité qu'on a. Est-ce qu'on a des espèces en jeu? Est-ce que tout simplement on connaît la zone? Est-ce qu'il y a eu des inventaires ou pas du tout? Et un autre exemple avec, pour le coup, les professionnels des sports de nature. Donc, tout en haut sur la carte, vous avez... bon, le fond de carte, c'est pas terrible. C'est le sommet de Gaches dans le 04, pas très loin de Sisteron. Et vous avez les polygones de parois. Donc là, ils apparaissent en noir parce qu'en fait, ils sont très peu prospectés. Et c'est des choses qu'on va pouvoir aller prospecter en binôme, pour le coup, avec des BE d'escalade qui gèrent toute la partie sécurisation, mais qui sont aussi là pour leur connaissance du terrain, tout simplement. Voilà, inventaire et suivi, ça c'est possible et c'est prévu dans les années à venir. Et aussi l'intégration de ces professionnels dans la sensibilisation des publics, puisqu'ils sont très au courant voilà, des acteurs, de comment tout ça s'imbrique, etc. De comment essayer de capter le public aussi, dans l'idée de ne pas débarquer en mode descendant, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais de faire quelque chose d'un petit peu plus collaboratif. Et pareil pour les formations. Voilà pour nous. Et on vous propose en super exclusivité un logo du PNA qui a été créé par la collègue Julie du CBN Med. Merci Léa, Lucas. Est-ce que vous avez des questions sur ce PNA? Je voulais savoir comment vous vous organisez pour impliquer les acteurs. Parce que ça demande énormément de travail, il y a énormément d'acteurs, enfin voilà, les services des routes, toutes les fédés d'escalade et tout ça. Comment vous faites? Est-ce que c'est vous qui contactez directement? Est-ce que vous avez plutôt des bons retours et ils sont partants pour organiser, ou ça demande vraiment beaucoup d'efforts humains pour aller les contacter? Et l'autre chose, c'est est-ce que vous avez des financements pour la communication? Enfin, est-ce que l'idée, c'est de faire aussi des panneaux sur les sites d'escalade ou des choses comme ça, et vous avez un budget associé pour la com? Pour le travail avec la diversité d'acteurs, en fait, on n'a pas encore réellement commencé vraiment travailler en réseau et tout ça, parce que le PNA est en cours de finalisation, il n'est pas encore officiellement validé, et en fait, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place à partir de l'année prochaine. Donc pour l'instant, on n'a pas rencontré trop de difficultés parce qu'on n'a pas encore réellement commencé. Après, on est conscient que oui, ça fait partie des principales difficultés de ce plan. C'est sur un territoire énorme avec énormément d'acteurs. On est à 2 CBN, donc il faut aussi qu'on arrive à bien travailler ensemble. Et donc, on va vraiment essayer de faire attention à ça. Et ensuite, les modalités pratiques, on va les déterminer un peu plus tard, je pense. Et au niveau de la com, alors... Tu me dis si je me trompe là, mais il me semble que oui. Donc, dans les financements des actions qui sont via le fonds vert, il y a une enveloppe en effet qui est dédiée à ça, parce qu'il y a une fiche action identifiée pour ces actions-là. Et du coup, juste pour compléter aussi la partie acteurs, pour l'instant, en fait, on a des personnes qui sont peu nombreuses, mais hyper motivées et qui font un super boulot de relais. Notamment le département 04, en fait, ils sont en contact avec des grimpeurs qui sont potentiellement motivés par une formation qui, voilà. On a un BE qui est... bon, c'est un peu de la triche parce qu'il a bossé au CBNA avant, donc voilà. Mais il est aussi hyper naturaliste, il a plein de collègues, et il est hyper motivé pour travailler là-dessus. Donc pour l'instant, ça fonctionne un peu comme ça. Après, à voir dans la suite, effectivement, la phase rédaction, on s'est retrouvé un peu... il y a beaucoup de monde. Mais voilà. Moi, j'ai une question sur la distribution géographique de vos pixels, qui grosso modo sont fait attraper par le refuge biogéographique du
du sud. Enfin voilà. Et du coup, bon, c'est peut-être bien pour les espèces patrimoniales, etc., la rareté, mais pour la sensibilisation, il y a quand même beaucoup de falaises qui sont ratées, quoi. Si vous la faites sur ces pixels, alors peut-être que j'ai pas bien compris ce que vous allez faire, mais bon, voilà quoi. Il y a quand même pas mal de falaises qui sont quand même bien impactées, avec un impact écologique qui ne seront pas du tout considérées là. Oui, alors là, du coup, dans cette analyse, c'est la volonté première de spatialiser les enjeux pour comprendre comment la richesse en espèces rares, patrimoniales, rupicoles s'organise sur notre territoire. Donc, assez logiquement et assez intuitivement, on voit quand même que les Alpes-Maritimes tirent largement la distribution de leur côté. C'est pas du tout surprenant quand on connaît la richesse en espèces rares de ce territoire-là. Et en effet, là, du coup, selon cette méthode, il y a tout un tas de falaises sur la partie, on va dire, plus nord du territoire qui sont un peu délaissées. Ça prend pas en compte actuellement déjà les intensités de pression. Donc là, on est vraiment juste sur la répartition des espèces. On ne prend pas du tout en compte à quel point les falaises sont perturbées ou pas par une activité anthropique. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on va essayer de prendre en compte pour pouvoir orienter les futures actions. On essaye de prioriser les actions selon une certaine logique d'un point de vue de la distribution des espèces rares, mais clairement, on ne va pas uniquement se baser là-dessus et on ne va pas juste commencer par les mailles jaunes. C'est aussi pour comprendre pour nous comment ça s'organise sur notre territoire de PNA. Et du coup, je vais compléter pour reprendre ce qu'avait dit Léa tout à l'heure. En fait, l'ensemble des falaises, enfin des parois, l'objectif, c'est la préservation. Donc, il faudra de toute façon toutes les préserver parce que leur restauration est quasi... enfin, elle n'est pas impossible, mais elle est très compliquée. Donc, elles seront toutes concernées par ce plan. Merci pour la présentation. Donc, moi, je suis animateur aussi des sites Rivière et Gorge du Loup, où il y a beaucoup de falaises dans les Alpes-Maritimes. Et en fait, il y a des difficultés des fois à identifier les pressions, même quand on est animateur d'un site Nature 2000, puisque c'est des activités, notamment l'escalade, qui sont, même s'il y a une structuration fédérale, les gens qui vont équiper sont souvent des individus qui le font de manière indépendante et en dehors de tout réseau. Donc du coup, s'ils doivent purger des falaises pour équiper, c'est une problématique parce qu'on n'a pas de visu et de capacité à suivre cette problématique. Et pour info, les grimpeurs, quand ils grimpent, s'équipent d'une topo. Il y avait la V4 qui était de 2017 et la dernière version est sortie, je crois, la semaine dernière pour les Alpes-Maritimes. Et donc du coup, il y a normalement l'ensemble des sites d'escalade des Alpes-Maritimes qui ont été recensés dans cette nouvelle version disponible à 40 €, mais du coup ça peut faire une donnée d'entrée parce qu'elle a été mise à jour, c'est un travail d'il y a un an, ils ont travaillé dessus pendant un an. J'avais essayé de mettre des enjeux environnementaux dans cette topo, mais j'ai pas réussi à faire le suivi avec les auteurs, donc pour l'instant je sais pas qu'est-ce qui est évoqué dans ces ouvrages, en tout cas en termes de sensibilisation. Voilà, c'était juste pour info. Merci Kevin. Les enjeux environnementaux dans une application de ce type, c'est pas un problème technique. Voilà. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème politique. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, on peut dire de quoi il nous parle, mais ça vaut le coup quand même d'y réfléchir, parce que c'est tout à fait anormal que vous ne soyez pas arrivé à, après discussion au pluriel, à imposer cela. Sinon, tout ce qu'on fait, là, ça n'a pas de sens. Pour l'instant, on ne l'a pas fait parce que du coup, c'est la première année commence là. Mais effectivement, c'est un axe qui est fléché de mettre des infos sur les topos au fil des rééditions. Mais voilà, on arrivera... Oui, et surtout que c'est pas un organe, on n'a pas un interlocuteur unique en fait. Ça va être ça la difficulté. Mais bon, on va essayer.
Voilà, c'est juste pour compléter ce qui a été dit sur notamment là, comme on revoit la carte, on voit qu'il y a des territoires qui sont exclus, je pense notamment à la zone littorale, et en fait pas non plus perdre de vue que ce plan national d'action, enfin je parle sous votre couvert parce que je ne suis pas totalement dans l'équation, donc j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais l'idée aussi d'un plan national d'action, c'est de créer un espace de dialogue, une table ronde dans laquelle les acteurs vont venir participer. Et au final, ce qui va être produit dans le cadre de ce PNA vont pouvoir servir aussi à d'autres territoires qui ne sont pas aujourd'hui couverts par ça. Et inversement, c'est-à-dire que des instances qui sont mises en place, je pense notamment, peut-être Olivier pourra en parler, sur le parc des Calanques, où la thématique grimpe est aussi pas mal traitée, où il y a une médiation qui est installée avec les grimpeurs, finalement les deux peuvent s'alimenter. C'est-à-dire que le territoire qui est présenté là, il a l'air extrêmement vaste et on pourrait se dire c'est une tâche ardue, mais là effectivement le choix de se porter sur des mailles à enjeu, c'est aussi pour commencer le travail et peut-être après d'essaimer et de faire ça sur le reste du territoire, voire même au-delà. Non, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour rebondir sur les propos de Julien. On aurait vraiment aimé faire partie du périmètre du plan national. Bon, malheureusement, voilà, on échappe. Il fallait finir à fixer une limite. On est en dehors. Je trouve que la démarche écosystémique est très intéressante. On a parlé flore, bien sûr, mais vous avez fait aussi un focus sur les liens fonctionnels, sur aussi toute une faune qui exploite ces milieux, ces falaises. Et nous, on est directement impliqués dans la médiation territoriale sur le territoire du parc avec le public grimpeur notamment, avec 2 niveaux d'exercice quand même. Il y a la problématique équipement et puis ensuite il y a la problématique liée à la pratique. Donc aujourd'hui, on intervient beaucoup sur le champ de la faune au travers simplement d'arrêtés d'interdiction temporaire de la pratique d'escalade, où c'est déjà un terrain très ardu de justification sur une argumentation scientifique, etc. Donc là, un angle, je dirais, pluriel, qui fait un focus pas seulement sur un angle espèce, mais sur l'ensemble de l'habitat. Je pense que ça facilitera peut-être une prise de conscience, parce que la prise de conscience, elle n'est pas encore acquise, loin de là. Il y a souvent une remise en cause. Voilà, le faucon pèlerin, il était là tout le temps, je le vois quand je grimpe, il passe à côté. Et voilà, je ne vois pas en quoi je fais du mal. C'est souvent encore des propos qui nous reviennent. Et donc, il faudra aussi, au bout d'un moment, à des échelles territoriales, qui me semblent être plutôt l'échelle régionale, arriver à des mesures de mise en quiétude. Voilà, réellement d'arriver à obtenir une mise en quiétude. Voilà, souvent, on fait le parallèle avec la logique urbanistique, de dire il y a des endroits où on ne construira pas. Là, il faut qu'on obtienne, sur la question même des pratiques humaines, au-delà des travaux, mais au niveau des pratiques, d'obtenir cet exercice de dire à des endroits on n'y fera rien. Voilà. Et voilà, je crois que c'est un des défis des prochaines années. Merci beaucoup.